Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le Bénin a réagi aux déclarations du général Tiani, accusant le président Patrice Talon de soutenir les mercenaires téléguidés qui ont perpétré l'attaque contre l'aéroport de Niamey. Le porte-parole du gouvernement a répondu aux accusations du chef du régime militaire. Clap de fin pour la deuxième session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a fait le point des 3 mois d'activité essentiellement consacrés aux travaux budgétaires. Et puis, hors du Bénin, la Fédération sénégalaise de football a choisi de ne pas contester les sanctions sportives et financières prononcées par la Confédération africaine de football. Dans un communiqué officiel, l'instance souligne qu'elle prend l'entière responsabilité des amendes. La situation sécuritaire au Niger a connu une nouvelle escalade la semaine dernière. L'aéroport international de Niamey a été la cible d'une attaque djihadiste. Le chef du gouvernement nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a mis en cause les présidents français, béninois et ivoiriens. La réaction du gouvernement béninois ne s'est pas fait attendre. Intervenant sur la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngouechi, a adopté un ton ferme teinté d'ironie et de confiance, suivant un extrait de ses propos. Nous, on n'est pas surpris. Les Béninois devraient même se dire, mais à quand la prochaine? Et puis, comme ça a commencé à tarder, on se dit, mais ils nous ont oubliés enfin. Mais écoutez, lorsque vous êtes premier de la classe, qu'est-ce qui se passe souvent? Il y a parmi vos camarades ceux qui aimeraient vous déloger de la première place, qui vont se mettre à fond au travail. Et il y a ceux qui vous jalousent parce qu'ils ne savent pas que être premier de la classe, ça vous coûte des nuits de sommeil, ça vous coûte des temps de jeu, de divertissement, et ça vous demande beaucoup d'efforts. Il se trouve que grâce à notre travail collectif, et un peu malgré nous tous, le Bénin aujourd'hui, on peut le dire, toute proportion gardée, mais sans fausse modestie, on peut dire que nous sommes premiers de la classe. Ça ne fait pas que des heureux. Ça ne fait pas que des heureux. De qui, quand vous regardez la sous-région, de quel pays parle aujourd'hui le monde entier avec autant d'emphase, avec autant d'étoiles dans les yeux? Quelle est cette destination que les gens veulent venir découvrir quand vous allez sur les réseaux sociaux? C'est encore du Bénin. Et puis moi, j'ai été heureux de voir que, à la suite des déclarations de M. Tiani, même ses concitoyens sur les réseaux, ils disent ne pas y croire. Moi, j'ai lu beaucoup de réactions. Les Nigériens disent non, ça suffit, laissez le petit Bénin tranquille. Nous, on sait que les Béninois, ce sont nos frères, ce sont nos amis. Donc, les Nigériens même n'y croient pas. À plus forte raison, ici. Et puis enfin, il y a une sagesse quand même chez nous ici qui dit que si quelqu'un se dénude et arrache votre couverture, se met à courir avec dans la rue, ne le pourchassez pas tout nu aussi, sinon on va vous confondre. Bon, donc, on s'en tiendrait à ce qui est observé, à la réaction des populations qui nous rassurent, parce que même au Niger. Tout à l'heure, vous avez évoqué le 7 décembre. Et nous, on sait ce qu'on a vécu le 7 décembre. Et on sait très bien quelle est la partition de certains pays de la sous-région. Pour autant, on n'est pas passé s'époumoner partout. Peut-être qu'il y a des gens qui allument un contre-feu parce qu'ils se disent qu'à un moment ou à un autre, bon, on parlera d'eux. Peut-être. C'est une façon de prendre des précautions, mais nous observons. S'il y a des menaces, ce que nous faisons depuis pour garantir la quiétude à nos concitoyens, la sécurité globale dans notre pays, l'intégrité de notre territoire, ces efforts-là, ils vont être maintenus, amplifiés. Nous ne prendrons aucune menace à la légère. Mais nous n'aurons pas de temps à perdre sur des questions ou avec des gens dont la seule vocation, c'est de nous empêcher d'avancer pour continuer à être premiers. Nous, on veut être premiers aujourd'hui, demain, tout le temps et en tout ce que nous faisons. Et les députés, pour une dernière fois, se sont retrouvés le vendredi dernier
en plénière, comme le veut la tradition républicaine. Le président de l'Assemblée nationale a dressé un bilan complet des travaux parlementaires couvrant à la fois les 3 derniers mois d'activité principalement consacrés à l'étude et à l'adoption des textes budgétaires et législatifs, ainsi que l'ensemble des actions menées durant la 9e législature. Suivons la déclaration du président de l'Assemblée nationale. Au cours des 9 séances plénières tenues, l'Assemblée nationale a voté 8 lois, dont une loi constitutionnelle, 2 lois de finances ordinaires et 3 lois organiques. Pendant la période de référence, l'Assemblée nationale a procédé à l'examen de 7 décrets de ratification. Il faut noter qu'au cours de la même période de référence, le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2025 a été examiné le lundi 3 novembre 2025. Le mardi 23 décembre 2025, il y a eu le message du président de la République sur l'état de la nation devant la représentation nationale conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution, et nous pouvons aussi nous réjouir d'avoir accompli nos missions constitutionnelles. Avant tout propos, je voudrais quand même rendre grâce à Dieu, rendre grâce au Seigneur, Allah le Tout-Puissant, et aux membres de nos ancêtres pour leurs bienfaits sur chacun d'entre nous, pour que nous soyons ici présents ce jour, vendredi 30 janvier 2026, pour procéder à la clôture de la législature, la 9e. L'Assemblée nationale a tenu 6 sessions ordinaires et 8 sessions extraordinaires. Ces 2 types de sessions ont permis aux députés de se réunir en 87 séances plénières pour un taux moyen de participation de 77%. L'Assemblée nationale a examiné et adopté 61 projets de loi et 2 propositions de loi, soit un total de 63 lois adoptées et mise à la disposition de l'ensemble des Béninois. Poursuivant la mission de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale a dépêché plusieurs missions d'information sur toute l'étendue du territoire national. Missions conduites par les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. La plupart des rapports sanctionnant ces missions ont fait l'objet de recommandations adressées au gouvernement. En application de l'article 114 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une commission parlementaire d'information, d'enquête et de contrôle a été mise en place. Les travaux de la dite commission sont toujours en cours. Bon vent à chacun d'entre nous. Vive l'Assemblée nationale, vive la République. Merci pour votre aimable attention. La situation des aspirants au métier d'enseignant au Bénin a connu des avancées significatives en 2024. Des syndicats comme la COSI Bénin continuent de plaider pour un reversement complet, dénonçant la lenteur du processus de titularisation et le manque de perspectives de carrière. Éclairage avec le secrétaire général de la COSI Bénin. Jusqu'à tout de suite là où nous sommes, il n'y a rien de clair et qu'on dit les concernant. Or, est-ce que les ressources financières n'existent pas pour prendre en charge les collègues AME lorsqu'ils seront intégrés aux effectifs de la fonction publique? Et je crois que, au regard des chiffres avancés par le gouvernement et contenus dans un certain nombre de documents budgétaires, on peut se permettre de dire que les ressources existent. Les ressources existent parce que le ratio masse salariale sur recette fiscale
est largement en deçà des normes fixées et du seuil qu'on ne devait pas dépasser. Je crois que c'est 35% qu'on ne devait pas dépasser, qui est le seuil communautaire fixé. Mais aujourd'hui, le Bénin n'atteint même pas 32%. Donc, je pense que les ressources pour prendre en charge l'intégration des collègues AME dans les effectifs des travailleurs de la fonction publique existaient. Ce qui ne semble pas exister et qui fait traîner la résolution de ce problème majeur pour les travailleurs, c'est la volonté politique. La volonté politique de le faire, de les intégrer aux effectifs. Et nous avons même commencé par penser, moi je commence par penser que si on ne veut pas les intégrer aux effectifs, alors il faut améliorer leurs conditions. Parce que c'est depuis 2022, je crois que on a apporté un petit plus, une petite amélioration à leurs conditions de travail et à leur rémunération. Et je pense qu'il faut encore penser à une augmentation de leurs revenus pour leur permettre de tenir, tout au moins, parce que après tout, c'est les moyens, c'est les ressources qui sont consacrées, c'est les ressources mises à la disposition de chacun d'eux comme traitement à la fin du mois, qui leur permettront de vivre décemment, qui leur permettront de donner le meilleur d'eux-mêmes aux apprenants dans les classes. Donc, nous, on pense que même si on ne peut pas les reverser tous, tout de suite, il faut tout au moins revoir de façon conséquente le traitement qu'on leur donne pour leur permettre de respirer un tout petit peu. Parce que les conditions ne sont pas du tout bonnes, alors que c'est eux qui ont à charge la formation, l'éducation des jeunes enfants qui sont appelés à prendre en charge le pays dans un futur proche. Et si rien n'est fait pour améliorer leurs conditions, je pense que ce n'est pas du tout bien. Donc nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement de prendre en compte dans le reversement tout de suite, s'il pense que l'effectif le pose problème, de prendre tout au moins toute la première promotion et d'améliorer les conditions de travail des promotions suivantes en attendant que ces dernières ne puissent être aussi intégrées aux effectifs de la fonction publique. Et dans le reste du monde, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est adressé au corps diplomatique à Kinshasa ce samedi lors d'une cérémonie d'échange de vœux dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est du pays. Le chef de l'État congolais s'est exprimé sur la reconnaissance par le Rwanda de son soutien au M23 et sur un dialogue national inclusif et apaisé sous conditions. Le reportage. Le président congolais Félix Tshisekedi a loué l'initiative du dialogue national. Il s'est exprimé lors d'une cérémonie d'échange de vœux au corps diplomatique en poste à Kinshasa ce samedi 31 janvier. Si le chef d'État a souligné l'importance d'organiser un échange apaisé et inclusif entre les citoyens congolais, M. Tshisekedi a posé plusieurs conditions à son déroulement. Pour lui, le processus doit se tenir sur le sol national et être organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution. Le président a précisé que cette rencontre ne saurait être invoquée pour relativiser une agression ni pour diluer les responsabilités établies, en appelant la communauté internationale à agir concrètement pour protéger la souveraineté du pays et soutenir les efforts de paix. Félix Tshisekedi a affirmé refuser toute négociation avec les auteurs des crimes commis contre les populations congolaises. Il s'est exprimé au sujet des récents propos de la diplomate rwandaise devant le Congrès américain qui a reconnu officiellement la collaboration sécuritaire entre son pays et la rébellion AFC/M23. Pour Félix Tshisekedi, ces propos engagent désormais la responsabilité de la communauté internationale. Après la finale de la CAN 2025, la CAF avait annoncé de nombreuses sanctions à l'égard des deux fédérations. Le samedi dernier, la fédération sénégalaise a annoncé qu'elle ne ferait pas appel à des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre et contre Pape Thiaw
Ismail Assar et Iliman Ndiaye. Suivant. Si le gouvernement sénégalais a annoncé plus tôt dans la semaine vouloir faire appel des sanctions prises contre le sélectionneur Papio, la Fédération sénégalaise de football, elle, choisit une autre voie. Dans un communiqué publié le 31 janvier, l'instance a annoncé qu'elle ne ferait pas appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre et contre Papio, Ismail Assar et Iliam Ndiaye. Ces sanctions concernent les événements survenus lors de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc. Après l'enquête de la CAF, le sélectionneur des Lions, Papio, avait écopé de 5 matchs de suspension et d'une amende de 100 000 $. Il avait demandé à ses joueurs de quitter le terrain après un pénalty accordé au Maroc dans le temps additionnel. Les joueurs Iliam Ndiaye et Ismail Assar ont écopé de 2 matchs de suspension, le premier pour avoir traité l'arbitre de corrompu, le second pour son comportement antisportif envers l'arbitre. La Fédération sénégalaise de football devra donc, en plus des amendes déjà mentionnées, s'acquitter de l'amende pour le comportement de ses supporters de 300 000 $, pour les déclarations du président de la fédération, Abdoulaye Fall, ainsi que pour les 5 cartons jaunes reçus lors de la finale. Le point de passage de Rafah, seul cordon ombilical de l'enclave palestinienne, vers l'Égypte a rouvert ce dimanche. Dans un climat d'extrême tension, les bombardements du samedi dernier ont été les plus meurtriers depuis le début de la trêve, avec un bilan de 32 morts selon les sources locales. C'est après moi. Attendu depuis mai 2024, la réouverture du poste aux frontières de Rafah est désormais effective. Des responsables égyptiens et israéliens ont confirmé que le point de passage entre Gaza et l'Égypte a rouvert sous certaines conditions pour un trafic partiel. Une étape clé dans la poursuite du cessez-le-feu. Dans un premier temps, 50 Palestiniens seront autorisés à franchir la frontière par jour. Selon l'ambassade d'Égypte, pour ceux souhaitant retourner à Gaza, ils ne pourront emporter qu'un nombre limité de bagages, sans objets métalliques ni appareils électroniques. Israël avait auparavant averti que le poste aux frontières de Rafah ne rouvrirait qu'après la restitution de la dépouille de Ran Vili, le dernier otage. Celle-ci a finalement été récupérée le 26 janvier dernier. Cette ouverture partielle représente un soulagement pour de nombreux malades et blessés qui espèrent pouvoir recevoir des soins à l'étranger. Et c'est sur cette actualité que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.